Au sommaire de cette édition, la Gambie renonce à quitter la Cour pénale internationale après l'annonce en novembre 2016 de son retrait de cette juridiction internationale. En République démocratique du Congo, lors de heurts avec les forces de l'ordre à Kinshasa, 8 personnes soupçonnées d'appartenir à une secte politico-religieuse violente ont été blessées. Et puis en visite en Algérie, Emmanuel Macron, candidat à l'élection présidentielle française et ancien ministre de l'économie, a rencontré ce mardi des chefs d'entreprise algériens. La Gambie va rester membre de la Cour pénale internationale. L'information a été portée par les nouvelles autorités du pays à l'attention du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, en sa qualité de dépositaire du statut de Rome qui institue la CPI. Aussi, les autorités gambiennes ont fait part de leur décision d'interrompre le processus de retrait de cette juridiction initié en novembre 2016 par l'ancien président Yahya Jammeh en l'accusant de persécution envers les Africains, en particulier leurs dirigeants. Ceci après que la Gambie eut tenté en vain d'amener la CPI à poursuivre les pays européens pour la mort de nombreux migrants africains en Méditerranée. Conformément à la promesse qu'il a faite durant sa campagne pour l'élection présidentielle du 1er décembre 2016 d'intégrer à nouveau la CPI, le nouveau président gambien Adama Barrow est passé à l'acte. Il a saisi l'occasion pour informer le secrétaire général de l'ONU que son pays, la Gambie, se considère comme un État partie du traité de Rome et continuera à remplir les obligations dues à un nouveau gouvernement engagé dans la promotion des droits humains, la démocratie, la bonne gouvernance et le respect de l'État de droit. Près de 200 migrants nigériens qui étaient détenus dans des centres de rétention dans la capitale libyenne ont été rapatriés mardi. Les migrants ont été rapatriés par avion depuis l'aéroport de Mitiga à l'est de Tripoli, en coordination avec l'Organisation internationale de la migration. Selon un porte-parole du bureau de lutte contre l'immigration clandestine à Tripoli, 50 femmes et 4 enfants font partie du groupe rapatrié. De nouveaux départs sont prévus dans les semaines à venir et concerneront un total de plus de 900 migrants, a ajouté le lieutenant Hosni Abou Ayana. En 2016, l'OIM a assisté 1589 migrants volontairement rapatriés vers leur pays d'origine en donnant la priorité aux plus vulnérables selon le site de l'organisation. Les passeurs de migrants clandestins profitent du chaos qui règne en Libye depuis la chute du régime Mouammar Kadhafi en 2011. La plupart des départs ont lieu depuis l'ouest du pays à destination de l'Italie qui ne se trouve qu'à 300 km. Les Européens envisagent des mesures pour bloquer l'arrivée de milliers de migrants depuis la Libye. Ces mesures alarment les ONG qui redoutent de mauvais traitements à l'encontre des migrants qui resteraient bloqués en Libye. En l'absence d'une armée ou d'une police régulière, plusieurs milices font office de garde-côte tout en étant souvent accusées de complicité voire d'implication dans ce trafic lucratif. Au moins 3 personnes ont été tuées et 8 autres gravement blessées au cours de violents heurts qui ont éclaté lundi soir et se sont poursuivis mardi tôt le matin à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. La police affrontait les adeptes du mouvement politico-religieux Bundu Dia Congo. Des tirs nourris ont encore retenti mardi matin autour de la résidence du député, leader du mouvement politico-religieux Bundu Dia Congo. La police confirme qu'il y a eu des morts, mais s'abstient pour le moment d'avancer un chiffre. À l'origine de ces tensions, il y a notamment l'épineuse question de la répartition des portefeuilles ministériels au sein de l'actuel gouvernement. Bundu Dia Congo estime que son leader n'a pas obtenu le poste qu'il méritait, explique Bassangana, un cadre du mouvement. Bundu Dia Congo est un mouvement politico-religieux influent à l'ouest du pays. Ce n'est pas la première fois qu'il est aux prises avec les autorités. En 2008, une centaine d'adeptes de cette secte avaient été tués lors d'affrontements avec les forces de l'ordre dans la province du Congo central.
Emmanuel Macron, candidat à l'élection présidentielle française, a effectué une visite en Algérie. Lors d'une rencontre avec le Forum des chefs d'entreprise algériens, il a évoqué le poids du passé et les promesses de partenariat d'avenir entre la France et l'Algérie. Selon l'ancien ministre français de l'économie, la France a besoin d'aider l'Algérie dans la diversification de son économie. Je pense que la fonction, la vocation de la France et de ses entreprises, c'est de contribuer à la diversification de l'économie algérienne, diversification qui est en cours, et de pouvoir travailler avec la vitalité de son tissu d'entrepreneurs que FCE illustre parfaitement. Ces promesses de partenariat ont été applaudies par les chefs d'entreprise algériennes. Ces derniers ont à leur tour formulé leurs besoins du savoir, de la technologie et de la formation française. Le développement de ce partenariat doit absolument passer par l'axe Paris, Alger et Johannesburg. L'Afrique, c'est le marché de demain. Ils l'ont très très bien compris. Et les entreprises algériennes ont besoin du savoir, de la technologie, de la formation française. Nous avons discuté de tous ces thèmes. Nous avons discuté et développé comment doit-on faire pour que le chômage soit résorbé, comment nos économies doivent évoluer. Donc sa venue était vraiment bénéfique et je le félicite pour cette rencontre et je lui souhaite bonne réussite. Cette visite en Algérie d'Emmanuel Macron vise à étoffer sa stature internationale et marquer davantage son intérêt pour le bassin méditerranéen après des visites effectuées en Tunisie et au Liban. Au Bénin, et après un arrêt rendu le 12 janvier 2017 par la Chambre administrative de la Cour suprême sur un contentieux après les communales, l'élection de Dame Senou Justine, épouse Tossou, a été annulée et est déclarée élue Alagbé Kossivi comme conseiller dans la commune de Khouyogbe, située au sud-ouest du Bénin, dans le département du Mono. Ainsi, le conseil communal, sous la supervision de la préfecture, a procédé à l'élection du nouveau chef de l'arrondissement de Sey, une élection dans le strict respect du code électoral et conduit par le bureau d'âge. La procédure a été respectée en la matière. Nous avons pris le soin de vérifier les présences, dégager le bureau d'âge, un présidium qui a conduit les travaux. Et c'est par 10 voix pour, 5 contre et 2 bulletins nuls sur les 17 conseillers présents que Albert Koudoumi a été élu par ses pairs. Je suis très ému de ce vote. Je voudrais promouvoir le développement de mon arrondissement en tant que jeune leader politique. Cyriaque Domingo, maire de la commune de Khouyogbe, fort d'avoir conservé le nouveau chef d'arrondissement parmi ses soutiens, a rappelé son ouverture à la critique en vue d'améliorer son œuvre à la tête de la commune. Vous savez que si vous êtes dans un groupe, s'il n'y a pas une opposition, ça ne marche pas. On ne peut pas avoir comme la lettre à la poste. Quand vous êtes quelque part, pour que ça marche, il faut qu'il y ait une opposition. Mais une opposition, mais on est opposé à toi, hein. C'est parce que tu n'as pas fait cette route, c'est parce que tu n'as pas donné de l'eau là. Le nouveau chef d'arrondissement sera quant à lui officiellement installé dans ses nouvelles fonctions sous quinzaine. Sept représentants syndicaux des médecins kenyans ont été écroués lundi après avoir été condamnés à 1 mois de prison pour leur rôle dans une grève qui paralyse les hôpitaux publics du pays depuis 10 semaines. Les syndicalistes avaient été condamnés à 1 mois de prison avec sursis à la mi-janvier par la juge Hélène Wassilawa qui leur avait donné 2 semaines pour annoncer la fin de la grève, faute de quoi la peine serait appliquée. La même juge a ordonné lundi leur incarcération, estimant qu'il n'y avait aucun motif de revenu sur son jugement précédent. Les syndicalistes ont, sitôt le jugement prononcé, été menottés et conduits en prison, en passant parmi leurs partisans rassemblés devant le tribunal, pancarte en main. La grève, qui a démarré le 5 décembre dans les hôpitaux publics, a de lourdes conséquences pour les malades dont certains sont dirigés vers des cliniques privées trop chères pour la majorité de la population.
La justice a donné raison au gouvernement qui considère le mouvement illégal au motif qu'il a été enclenché alors que des négociations salariales étaient en cours. Les quelques 5000 médecins du secteur public ont fait valoir que leur revendication principale, une multiplication de leur salaire par 4, figurait dans un accord de négociation collective signé en 2013, mais qui n'a jamais été appliqué. Les réfugiés de la minorité musulmane Rohingya vont pouvoir pousser un ouf de soulagement. En effet, un cargo malaisien rempli d'aide humanitaire pour des milliers d'entre eux est arrivé au Bangladesh mardi. L'expédition a été reçue par les officiels locaux du Croissant Rouge et de l'Organisation internationale de migration au terminal à conteneurs du port. Au total, 1472 tonnes de nourriture, vêtements et articles médicaux sont arrivés au bazar du Barer pour la distribution aux dizaines de milliers de réfugiés Rohingyas. Notre arrivée ici envoie ce message au monde. Le peuple malaisien, les 30 millions de musulmans et le gouvernement et le Premier ministre Razak Najib, nous sommes avec vous les Rohingyas. Vous n'êtes plus seuls. Si Dieu le veut, nous vous aiderons et je crois que tous les frères asiatiques vont venir vous aider pour soulager votre fardeau. Cette aide humanitaire va être distribuée par l'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations. L'OIM et le Croissant Rouge sont ici et vont emmener cette aide par camion. Il y a environ 2000 tonnes d'aide humanitaire et ils vont la distribuer aux bonnes personnes. Le bateau a initialement planifié de s'amarrer à Teknaf, où presque 70 000 Rohingyas se sont enfuis de l'état de Rakhine depuis octobre pour échapper à la violence. Les donateurs espèrent que les efforts humanitaires frayeront la voie pour résoudre un certain nombre de problèmes. La Saint-Valentin a été de par le monde célébrée le 14 février. Le Nigeria ne s'est pas fait compter l'histoire. À Maïdougouri, dans le nord-est du pays, berceau de Boko Haram, les amoureux ont fêté l'amour malgré l'insécurité et les tabous religieux. Odin Suleiman Salomon est tombé amoureux de Lucie au premier regard, assure-t-il. Il n'y a pas d'endroit où l'on ne peut pas tomber amoureux si quelqu'un vous aime. Je l'ai rencontrée ici et je suis tombé amoureux d'elle. Je pense que nous avons une place pour l'amour ici. Quand je suis arrivée ici, j'avais peur à cause de l'insurrection et tout ce qu'il se passait. Mais quand je suis arrivée, j'ai senti de la vie, trouver des gens qui s'aiment. Il y a de la joie et l'attention ici. Alors, ma peur s'est dissipée. La Saint-Valentin, c'est pour tout le monde, les chrétiens et les musulmans. Les chrétiens et les musulmans sont tous ici pour fêter la Saint-Valentin. Je veux être mariée à l'homme le plus merveilleux de la création de Dieu. Un homme qui va m'aimer, me chérir et m'adorer. J'aurai du temps pour mon mari, du temps pour mes enfants et j'aurai une belle maison. Ce 14 février, le studio de photographie ne désemplit pas. Même si la Saint-Valentin est loin d'être une fête traditionnelle dans le nord-est du Nigeria, où la majorité de la population vit sous la loi coranique de la charia, ce 14 février a été une journée de bonheur.